Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait l'Iliade d'Homère? À l'ordre du jour, nous lirons le chant 23. C'est notre 12e si je ne m'abuse, épisode live sur cette œuvre. Et c'est également l'avant-dernière session. Waouh, je me perds. Déjà, l'avant-sorcière. L'avant-sorcière des Sions, l'avant-dernière session de lecture sur l'Iliade, puisque la dernière session de lecture aura lieu mardi à 21 h et qu'il s'agira du chant 24. Comme d'habitude, si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, vous trouverez dans la barre de lecture de cette vidéo ou dans la description de cette vidéo des timecodes vous permettant d'aller où bon vous semble dans le live, enfin dans la rediff, à savoir passer l'introduction, passer les pauses que j'effectuerai dans ma lecture, et peut-être vous servir de marque-page également, pourquoi pas. Si c'est vrai que les lectures sont souvent longues, donc je me doute que très peu de gens les regardent en une fois, ou les écoutent en une fois. Donc voilà, ça peut être pratique pour vous. Comme je le disais, donc c'est l'avant-dernier live de lecture de la saison. Pourquoi? Puisque on arrive dans la dernière ligne droite de cette saison de live sur Planétéo, étant donné que la semaine à venir sera la dernière semaine de live de la saison. Comme tous les ans, là en juillet, grosso modo, je vais faire une petite pause des réseaux sociaux, je vais un petit peu des lives donc également. Je vais un petit peu me déconnecter, je vais un petit peu prendre du recul, on va dire. Voilà, je vais pas mal purifier mon âme, et puis prendre un peu de temps pour moi aussi, prendre un peu de temps pour voir des gens, etc., etc. Bref. Donc voilà, c'est un peu la trêve des vacances habituelle. Je fais ça depuis quasi le début de mes lives, je pense. Donc voilà, ça sera encore le cas cette année. Sachez d'ailleurs que je peux vous donner le programme jusqu'à la fin de la saison, puisque je le sais à peu près. Il y a le live de lecture de ce soir, qui est donc l'avant-dernier live de lecture sur l'Iliade d'Homère. Il y a le live de dimanche, qui sera un live de découverte de l'univers de League of Legends à partir de 15 h. La semaine qui arrive, donc mardi 29 à 21 h, ça sera le dernier live de lecture sur l'Iliade d'Homère avec le chant 24. Vendredi, du coup, vendredi 2, cette fois-ci juillet, vendredi 2 juillet à 21 h, du coup, bah, il n'y aura pas de live de lecture, étant donné que je vais pas commencer une œuvre, faire un live et m'arrêter pendant quasi un mois. Ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une sorte de bilan des lectures depuis un an, comme j'avais fait l'an passé en fait, sous forme de tier list. Le but n'étant pas vraiment de classer les œuvres les unes par rapport aux autres, mais plus de donner des conseils de lecture entre guillemets, de revenir sur ces lectures, de voir a posteriori avec un petit peu de recul ce qu'au final j'en ai pensé et ce qu'il m'en reste. Donc voilà, c'est un peu le projet pour vendredi 2 juillet à 21 h. Et une heures. Et il y aura encore un live de découverte de l'univers de League of Legends parce que c'est un gros morceau que je ferai donc en deux fois. Dimanche 4 juillet à 15 h. Ça sera donc officiellement le dernier live de la saison sur Planétéo, avec les rediffusions qui s'étendront du coup jusqu'au 6, si je ne dis pas de bêtises, sur YouTube. Sachant qu'ensuite je vais pas mal disparaître des réseaux, donc si vous voyez que vous me laissez un message, un commentaire ou que sais-je encore et que je vous réponds pas, ne paniquez pas, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, j'en profite également pour dire que ce dimanche 27, il y aura une veillée sur mon Discord de 21 h à minuit. Il y en aura également une le dimanche 4 juillet de 21 h à minuit minimum, et ce sera donc la dernière de cette saison également, puisque je ne ferai pas non plus de veillée. Voilà, si je fais une pause des réseaux, c'est pas pour y revenir tous les 2 jours, en disant oui, bon, là je vais faire une exception. Donc voilà, je fais vraiment une bonne grosse pause des réseaux, et un maximum de toutes les technologies dont je peux me dispenser. Voilà, voilà. Donc, dites-vous qu'à partir du 4, il y aura plus de live et qu'ensuite, je reviens soit fin juillet, soit début août, un truc comme ça. Vous aurez certainement de mes nouvelles un petit peu avant, en amont de la reprise des lives, parce que voilà, je vais certainement vous dire que je reviendrai. Mais pour le moment, je n'ai pas encore de date précise à vous donner sur mon retour, j'avoue.
Et puis on est bon. Je sais pas du tout avec quelles émissions je reviendrai. Je sais pas du tout avec quelle lecture on poursuivra non plus. Il y a beaucoup de points d'ombre. D'ailleurs, ce sera peut-être l'objet d'un live, un petit peu l'organisation de la saison prochaine. Je sais pas trop. Parce que j'ai envie de changer des petites choses. Enfin, j'en parlerai en temps voulu, mais j'ai bien envie de faire un live un petit peu organisation. Je sais pas comment l'appeler. Un live un peu d'introspection. Enfin voilà, ce sera un live un peu différent de ce que je fais d'habitude, mais ça me trotte en tête et j'en ai parlé avec une personne qui m'a dit que ça avait l'air intéressant. Donc ouais, plus ça me trotte en tête et plus ça me tente de le faire. Je vous tiendrai au courant encore une fois. Donc voilà, on arrive doucement sur la fin. Il y aura certainement aussi un live de gaming et un live de musique la semaine prochaine. Parce que bon, on va pas se quitter sans une semaine un petit peu chargée. Ça serait sympa de faire une bonne dernière petite semaine là. Si le temps le permet, je m'en donnerai à cœur joie, ce qui devrait nous faire 5 lives en une semaine, ce qui est plutôt très correct. Donc voilà, voilou. Et puis, sachez sinon que cette semaine, il n'y a pas eu de live de musique, même si j'avais plutôt prévu d'en faire. Mais en fait, tout simplement, ça fait quelques jours que je travaille d'arrache-pied sur un projet dans l'ombre. Donc, encore de la musique. Mais en gros, si vous voulez, j'ai travaillé sur le mix ces derniers jours. J'ai travaillé sur le mix d'une chanson, mais qui n'est pas la mienne. Donc c'est un nouvel exercice que j'ai jamais fait. Et ouais, ça m'a pris du temps, ça m'a pris pas mal de temps. Je pense commencer à arriver à la version finale là. Peut-être que vous en aurez des nouvelles dans les jours, semaines, mois à venir, j'en sais rien. Parce que à terme, j'aimerais bien quand même que que cette chanson sorte sur YouTube, soit disponible à l'écoute. Ça va dépendre aussi de la personne avec qui je fais cette chanson, mais je vous tiendrai au courant s'il y a de l'évolution de ce côté-là. Voilà, voilou. Je pense avoir fait un gros récapitulatif, un gros récapépète de tout ce que j'avais en tête. Je vais pas forcément faire plus long, d'autant plus que vous l'avez vu sur cette lecture de l'Iliade d'Homère, je faisais 2 chants par soir, et aujourd'hui je n'en fais qu'un seul, ainsi qu'au live prochain. Pourquoi? Tout simplement parce que les 2 derniers chants font 20 pages chacun, et que si j'avais fait les 2 chants d'une traite, d'un coup, ce soir, ça m'aurait fait un live, je pense, de facilement 3 heures. Bon, on va pas forcer sur les cordes vocales, on va pas forcer à ce point. Donc tant pis, je préfère faire 2 petits lives un peu plus courts peut-être, mais garder une bonne santé. Voilà, voilà. Je vais vous inviter à vous installer, chers amis, que vous me regardiez en live ou en rediffusion. N'hésitez pas à aller chercher à boire, à manger. Je vous invite à vaquer à vos occupations en toute quiétude et à passer un agréable moment en ma compagnie. Santé à tous. Oh, j'ai mis tellement de grenadine, c'est hyper fruité, c'est trop bon. Bref, on va pouvoir se lancer. Et la dernière fois, on s'était arrêté à un moment assez capital dans l'histoire, puisque attention, spoiler énorme pour ceux qui n'ont pas lu blablabla, écouté le live précédent. Euh, Puisque Achille a battu Hector. Donc là, c'est pour le coup quelque chose de très fort. Plus que battre Hector, il l'a tué. Je crois pas dire de conneries. J'espère ne pas dire de conneries parce que du coup, vu que j'ai pas fait de live de lecture mardi, étant donné qu'il y avait la sortie de la nouvelle mise à jour de Sea of Thieves en partenariat avec Pirates des Caraïbes et tout, donc c'était vraiment un gros truc. J'ai fait 7h30 de live mardi, c'était assez sportif. Et bien du coup, ça fait une semaine que j'ai pas lu et du coup, ça me paraît tellement lointain, c'est terrible. Mais du coup, voilà, je crois qu'on s'en est laissé là-dessus sur la mort d'Hector au combat contre Achille. Et événement plutôt, encore une fois, capital, impactant sur l'histoire, important. Je me demande vraiment comment ça va. Je me demande vraiment, parce que là on arrive sur les 2 derniers chants quand même, je me demande vraiment comment va se conclure toute cette histoire. J'ai du mal à percevoir où ça nous mène. Mais bon, on va le découvrir sans plus attendre, puisque je me lance dans la lecture tout de suite. Je me bois une dernière petite lampée. Et nous sommes partis. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Je vais effectuer une pause complètement arbitraire.
Le chapitre fait 20 pages, je vais m'arrêter au bout de 10. C'est vraiment complètement arbitraire, il n'y a pas de pause préétablie par l'auteur dans le texte. Mais c'est juste, voilà, encore une fois, pour reposer mes cordes vocales en cours de lecture. Et bonne écoute à tous que vous me regardiez en live ou en rediffusion sur YouTube. Je vous dis à tout à l'heure pour la pause. On passe sur l'écran lecture. Et c'est parti. Chant 23. Ainsi gémissait-il d'un bout à l'autre de la ville. Quant aux Achéens, une fois arrivés aux nefs et à l'Hellespont, ils se dispersèrent, chacun vers sa nef. Achille ne permit pas aux Myrmidons de se disperser, mais élevant la voix, au milieu de ses compagnons amis des batailles, il dit « Myrmidons aux rapides poulains, mes compagnons très chers, ne dételons pas encore sous le joug les chevaux aux sabots massifs, mais, avec nos chevaux et nos chars, approchons-nous et pleurons Patrocle. C'est là le privilège des morts. Puis, quand nous aurons contenté notre désir des sanglots maudits, dételons nos chevaux et soupçons tous et dételons nos chevaux et soupons tous ici même. » Ainsi parla-t-il. Eux de crier leur douleur tous ensemble, Achille à leur tête. 3 fois, autour du cadavre, ils poussèrent leurs chevaux au beau poil dans des flots de larmes. Thétis en eux avait suscité le désir des sanglots. Le sable était mouillé, les armes des hommes étaient mouillées de larmes. Tel était le maître de déroute dont ils déploraient la perte. Et le Péléide de leur donner le signal des sanglots répétés, ses mains tueuses d'homme posées sur la poitrine de son compagnon. Patrocle, reçois mon salut, même dans les demeures d'Hadès, car je vais accomplir tout ce que je t'ai auparavant promis, que je traînerai Hector jusqu'ici, et le donnerai à déchirer tout cru aux chiens, et que devant ton bûcher, à 12 illustres fils des Troyens, je trancherai le col, pris de colère parce qu'on t'a tué. Il dit, et imagina d'infliger au divin Hector un traitement indigne. Près du lit du fils de Ménoïtios, il l'étendit, la tête en avant, dans la poussière. Pour les autres, chacun se défit de ses armes de bronze éblouissantes. Ils dételèrent les chevaux, dont les pas hauts retentissent, et s'assirent innombrables près de la nef de l'Éacide au pied prompt. Et lui leur offrirent le banquet de funérailles, de quoi contenter leur envie. Force bœufs d'une blancheur éclatante qu'on égorgeait, beuglaient autour du fer, avec force brebis et chèvres bêlantes. Force porcs aux dents blanches, foisonnant de graisse, grillaient étendus parmi les flammes d'Héphaïstos. Partout autour du cadavre coulait du sang, de quoi puiser avec les coupes. Mais les rois des Achéens amenèrent au divin Agamemnon, le seigneur fils de Pélée, au pied prompt. Ils avaient fini par le persuader non sans peine, car son cœur était irrité, à cause de son compagnon. Lorsque, tout en allant, ils furent parvenus au pavillon d'Agamemnon, aussitôt ils ordonnèrent au héros à voix claire de placer en plein feu un grand trépied, espérant persuader le Péléide de se laver du sang figé dont il était couvert. Mais lui refusa durement, et fit en outre un serment. « Non, par Zeus le plus haut, le plus parfait des dieux, il n'est pas permis que j'approche l'eau d'un bain de ma tête, avant d'avoir dans le feu déposé Patrocle, répandu sur lui la terre d'un tertre et coupé mes cheveux. Car une seconde fois, telle affliction n'atteindra plus mon cœur tant que je serai parmi les vivants. Mais cédons maintenant à l'appel de l'odieux banquet. Agamemnon, seigneur suzerain, à l'aube, donne l'ordre pressant d'amener du bois et de fournir tout ce qu'il sied qu'est un mort pour partir sous les brumes de l'Occident obscur. Je veux que la flamme du feu infatigable vite l'enlève à nos yeux, et que nos gens aillent se mettre à leurs travaux. » Ainsi parla-t-il. Eux l'entendirent fort bien et lui obéirent. Chacun se hâta de préparer le souper et d'y prendre sa part, et l'appétit trouva son compte dans un repas aux parts équitables. Puis, quand ils eurent chassé l'envie de manger et de boire, ils se rendirent chacun dans son pavillon pour se coucher. Mais le fils de Pélée resta étendu sur la grève où la mer multiplie sa rumeur, poussant de lourds gémissements parmi la foule des Myrmidons, en un lieu dégagé où, sur le rivage, battaient les remous des vagues. Lorsque le sommeil eut saisi Achille, déliant les soucis de son cœur, délicieusement l'enveloppant dans sa coulée, car ses membres luisants de force avaient beaucoup peiné quand il s'est lancé sur Hector jusqu'à Ilion l'éventé, survint l'âme du malheureux Patrocle, en tout semblable à lui, la taille, les beaux yeux, la voix,
et son corps était revêtu de vêtements tout pareils. Il s'arrêta au-dessus de sa tête et lui adressa la parole. Tu dors, et moi, tu m'as oublié, Achille. Vivant, je ne te suis pas indifférent. Mort, il en est autrement. Rends-moi les honneurs funèbres au plus vite que je passe les portes d'Hadès. Des âmes loin m'en écartent, fantômes de défunts, qui ne me permettent pas encore de me mêler à eux en franchissant le fleuve. Je ne suis qu'un vagabond à travers la demeure aux larges portes d'Hadès. Mais donne-moi la main, je te le demande avec plainte, car je ne reviendrai plus de l'Hadès quand vous m'aurez accordé le feu d'un bûcher, et nous ne tiendrons pas conseil, assis en vie, à l'écart de nos compagnons. De sa gueule béante, elle m'a enveloppé, l'abominable mort, qui m'avait du sort obtenu au moment même où je naquis. Et toi-même, Achille, semblable aux dieux, ton destin, c'est de périr sous les murailles des Troyens opulents. Mais il y a autre chose que je vais te dire et te recommander, à supposer que tu m'obéisses. Ne dépose pas mes os à distance des tiens, Achille. Mets-les ensemble. Nous fûmes nourris dans votre demeure, lorsque Ménoïtios m'amena tout petit d'Oponte, à cause d'un homicide déplorable, le jour où j'avais tué sans le vouloir le fils d'Amphidamas, m'étant mis en colère comme un jeune sot à propos d'Oslet. Pélée, conducteur d'attelage, me reçut alors dans sa demeure, me nourrit avec sollicitude et me nomma ton écuyer. De la même façon qu'une urne commune nous presse nous deux en son sein, l'amphore en or que te donna ton auguste mère. Achille au pied prompt en réponse lui dit « Pourquoi donc, tête d'un ami fidèle, es-tu arrivé jusqu'ici et me prescris-tu une par une toutes ces choses? Sois-en sûr, j'accomplirai tout parfaitement, et j'obéirai comme tu le commandes. Mais tiens-toi plus près de moi, ne fût-ce qu'un court instant. Embrassons-nous, pour nous rassasier de funestes sanglots. » Ce disant, il tendit ses bras, mais il ne le saisit pas. Son âme, comme une fumée, s'en était allée, descendant dans la terre avec un cri aigu. Stupéfait, Achille d'un bond se leva, claqua des mains et dit en gémissant « Oh, c'est sûr, il y a quelque chose aussi dans les demeures d'Hadès, une ombre, un fantôme, mais l'esprit, il n'en est là plus du tout. » La nuit entière, l'ombre du malheureux Patrocle fut là dressée, avec des sanglots et des flots de larmes, et elle me prescrivait des choses, une à une, lui ressemblant étonnamment. Ainsi parla-t-il, et chez tous les myrmidons il fit naître le désir des sanglots. Ils étaient à verser des pleurs autour du pitoyable cadavre, quand parut l'aurore aux doigts roses. Alors le puissant Agamemnon donna partout l'ordre pressant aux hommes et mules des pavillons d'amener du bois. Un homme de noble origine y veilla, ce fut Mérionès, l'écuyer d'Idoménée, ami des guerriers. Ils s'en allèrent, tenant dans leurs mains des cogners à couper le bois et des cordes bien tressées. Devant eux marchaient les mules. En haut, en bas, de côté, de travers, bien des fois ils allèrent. Mais lorsqu'ils eurent atteint les escarpements de l'Ida aux sources sans nombre, en hâte aussitôt, du tranchant allongé de leurs outils de bronze, ils coupèrent des chaînes chevelues à leur faite, qui tombaient avec grand bruit. Puis les Achéens, à force de coups, les débitaient en morceaux qu'ils attachaient à leurs mules. Et les mules, avec leurs pieds, de mesurer le sol, traversant l'épaisseur des broussailles, aspirant à prendre la plaine. Tous les coupeurs de bois portaient des billes. Ainsi leur donnait Mérionès, l'écuyer d'Idoménée, ami des guerriers. Ils les jetèrent l'une après l'autre sur la pointe du rivage, où... Pardon, j'ai une page qui ne veut pas se décoller. Où Achille avait pensé à une grande tombe, pour Patrocle et pour lui-même. Puis, quand ils eurent jeté partout à côté d'eux une quantité inexprimable de bois, ils s'assirent là, tous ensemble, à attendre. Mais Achille aussitôt ordonna aux myrmidons amis des batailles de ceindre leurs armes de bronze, et à chacun d'atteler ses chevaux sous le joug de son char. Eux se levèrent, revêtirent leurs armes et montèrent sur les chars. Les cochers et les hommes qui, en marche, se tenaient auprès d'eux. Devant étaient les combattants des chars. Les suivait la nuée des hommes de pied, innombrables. Au milieu, ses compagnons portaient Patrocle. Ils avaient revêtu le cadavre entier des cheveux qu'ils s'étaient coupés et avaient mis sur lui. Derrière, le divin Achille tenait la tête, en proie à l'affliction, car il faisait partir chez Hadès un compagnon irréprochable. Lorsqu'ils furent parvenus à l'emplacement qu'Achille avait désigné, ils déposèrent leurs charges et sur-le-champ ils entassèrent assez de bois pour contenter son cœur.
Mais alors le divin Achille au pied prompt à la rescousse eut une autre idée. Se tenant à distance du bûcher, il coupa ses cheveux blonds, qu'il avait entretenus dans leur luxuriance pour le spercheios. Il s'émut et dit en regardant le large vineux: Spercheios, c'est en vain que mon père Pélée te fit le vœu que, si je revenais là-bas dans ma patrie, je couperais pour toi mes cheveux, ferais pour toi l'offrande d'une sainte hécatombe, et irais t'immoler 50 mâles de ces troupeaux dans les eaux de ta source, au lieu même où tu as un sanctuaire et un autel dont la fumée embaume. C'était le vœu du vieillard, mais tu n'as pas accompli ce qu'il avait dans l'esprit. Puisqu'en fait je ne rentrerai pas dans ma patrie, c'est au preux Patrocle que j'entends donner mes cheveux, pour qu'il les emporte. À ces mots, il déposa ses cheveux dans les mains de son ami, et chez tous il fit naître le désir des sanglots. Et ils eussent été à crier leur douleur quand le lumineux soleil se coucha, si Achille, soudain s'approchant d'Agamemnon, ne lui avait dit: C'est à toi surtout, fils d'Atrée, et à tes ordres, que le peuple des guerriers achéens obéira. Il est possible de se rassasier aussi de sanglots, mais pour le présent disperse-les, loin du bûcher, et commande-leur de préparer le repas. De ceci nous nous occuperons de bout en bout, nous à qui revient plus qu'à tout autre la charge des funérailles du mort. Que les chefs restent à nos côtés. Ayant entendu cela, le seigneur suzerain Agamemnon aussitôt dispersa le peuple des guerriers à travers les nefs bien balancées. Les amis du défunt restèrent à l'endroit même et entassèrent le bois. Ils firent un bûcher de 100 pieds sur chaque côté. Au plus haut du bûcher, ils déposèrent le cadavre, le cœur affligé. Devant le bûcher, ils égorgèrent et apprêtèrent quantité de robustes moutons et de bœufs noirs aux pattes torses. À toutes les bêtes, Achille au grand cœur ôta la graisse et en recouvrit le défunt de la tête aux pieds. Autour, il entassa les cadavres écorchés. Il y plaça des amphores d'huile et de miel, les inclinant contre le lit. Poussant de grands gémissements, il se hâta de mettre sur le bûcher 4 juments de forte encolure. 9 chiens appartenaient à Patrocle, leur maître, nourris à sa table. À 2 d'entre eux, il trancha le cou, les mit sur le bûcher, tua avec son arme de bronze double noble fils des Troyens au grand cœur, dans son âme imaginant des actes de cruauté, et lâcha le feu et sa force de fer pour qu'il se repût. Et puis il gémit, et par son nom il appela son compagnon. Patrocle, reçois mon salut, même dans les demeures d'Hadès, car je vais accomplir tout ce que je t'ai auparavant promis. Les 12 nobles fils des Troyens au grand cœur, tous en même temps, le feu les mange. Et Hector, fils de Priam, ce n'est point au feu que je le donnerai à déchirer, mais aux chiens. Telles étaient ces paroles menaçantes. Mais les chiens ne s'affairaient pas autour d'Hector. La fille de Zeus, Aphrodite, jour et nuit les écartait. Elle loignait d'une huile parfumée de rose, de nature immortelle, afin qu'en le traînant, Achille ne le déchirât pas. Sur lui, Phoebos Apollon amena du ciel dans la plaine une sombre nuée, et recouvrit l'espace entier que le cadavre occupait, craignant qu'avant le temps l'ardeur du soleil ne lui desséchât la peau, tout partout, sur les tendons et les membres. Mais le bûcher de Patrocle mort ne brûlait pas. Alors le divin Achille aux pieds prompts à la rescousse eut encore une autre idée. Il se tint à distance du bûcher et fit un vœu à 2 vents, Borée et Zéphyr, leur promettant de belles offrandes. Avec un anape d'or, il versa aussi force libations et supplia les vents de venir, pour qu'au plus vite les cadavres fussent la proie des flammes du feu, et que le bois se hâtât de brûler. Entendant la prière, Iris promptement s'en alla, porteuse du message au vent. Ils étaient rassemblés dans la demeure de Zéphyr au souffle de malheur, prenant leur part d'art égal. Iris se présenta en courant sur le seuil de pierre. Quand ils la virent de leurs yeux, tous d'un élan se levèrent, et chacun de l'appeler vers lui. Elle alors refusa de s'asseoir, et leur déclara: « Je ne m'assieds pas. Je repars vers le cours d'océan, dans le pays des Éthiopiens, où l'on sacrifie des hécatombes aux immortels. Je veux avoir ma part du festin des offrandes. Mais Achille appelle de ses vœux la venue de Borée et du brillant Zéphyr. Il promet de belles offrandes. Il veut que vous excitiez à brûler le bûcher où gît Patrocle, pour qu'y gémissent tous les Achéens. » Après ces paroles, Iris s'en alla. Eux s'élancèrent avec un bruit prodigieux, bousculant devant eux les nuages. Sans tarder, ils vinrent souffler sur la mer, et les vagues de se lever sous leur haleine siffleuse. Ils atteignirent les bonnes terres de Troade, tombèrent sur le bûcher, et la divine flamme du feu de mener grand bruit. Toute la nuit, soufflant, sifflant,
ils se jetèrent en même temps sur la flamme du bûcher. Et lui, le prompt Achille, ayant saisi un anape à double coupe, toute la nuit il puisa le vin au cratère d'or, il le versa sur le sol et mouilla la terre, appelant l'âme du malheureux Patrocle. Comme un père crie sa douleur en brûlant les os de son fils, jeune marié, dont la mort apporta l'affliction à ses malheureux parents, ainsi Achille criait sa douleur en brûlant les os de son compagnon. Le long du bûcher, il allait, accablé, et se saoulait de ses gémissements. À l'heure où l'astre porteur du matin vient sur la terre, pour y annoncer la lumière, l'astre que suit se répandant sur la mer, l'aurore au voile de safran, le bûcher s'étouffa, la flamme s'arrêta, et les vents repartirent et retournèrent chez eux par la mer de Thrace, qui gémit, gonflée avec des bonds furieux. Le fils de Pélée partit de l'autre côté et s'éloigna du bûcher. Il s'étendit, fatigué, et le doux sommeil s'en vint soudain sur lui. Mais le fils d'Atrée et ses hommes en masse s'assemblèrent. Leur arrivée bruyante et tapageuse l'éveilla. Il se dressa, s'assit, et leur adressa la parole. Fils d'Atrée, et vous autres qui formez l'élite des Panachéens, éteignez d'abord le bûcher tout entier avec le vin qui flamboie, tout ce dont la force du feu fit sa proie. Et puis rassemblons les os de Patrocle, fils de Ménoïtios, avec soin et discernement. On les remarque fort aisément. Il était au milieu du bûcher étendu. Le reste, hommes et chevaux pêle-mêle, brûlaient à part sur l'extrême bord. Déposons-les dans un bassin en or, avec une double couche de graisse, jusqu'à ce que sur moi-même se referme l'Hadès. Pour le tertre, j'insiste, qu'on ne prenne pas la peine d'en faire un très important, qu'il soit juste décent. Que par la suite, les Achéens le fassent haut et large. Vous, qui resterez après moi sur les nefs bien pourvues de tollés. Ainsi parla-t-il, et les autres d'obéir au Péléide au pied prompt. Ils éteignirent d'abord le bûcher avec le vin qui flamboie, tout ce que la force du feu avait attaqué, où était tombée une cendre épaisse. En pleurant, ils rassemblèrent les blancs ossements de leurs dévoués compagnons dans un bassin d'or, avec une double couche de graisse, et, les déposant dans le pavillon, les recouvrirent d'un souple et fin tissu de lin. Ils firent un tombeau arrondi, mettant une base en parement autour du bûcher. Aussitôt ils répandirent dessus la terre d'un tertre, et ayant répandu la terre du tombeau, ils s'en allèrent. Mais Achille retint là le peuple des guerriers, et fit siéger une vaste assemblée. Des nefs, il apporta des prix. Chaudrons, trépieds, chevaux, mules, têtes robustes de bœufs, femmes à la belle ceinture et fer gris. Pour les hommes d'attelage aux pieds prompts, il offrit d'abord de splendides prix. Une femme à emmener, qui possédait la science des ouvrages sans défaut, et un trépied pourvu d'anse, de 22 mesures pour le premier. Et puis pour le second, il offrit une jument de 6 ans, non dressée, grosse de son petit, un mulet. Pour le troisième, il offrit un beau chaudron, qui n'a pas vu le feu, contenant 4 mesures, luisant encore de même. Pour le quatrième, il offrit 2 talents d'or. Pour le cinquième, il offrit un bassin à 2 poignées, qui n'a pas vu le feu. Il se dressa debout, et devant les Argiens prit la parole. Fils d'Atrée, et vous autres, Achéens porteurs de bonnes jambières, voici déposés là les prix qui, dans la compétition, attendent les hommes d'attelage. Si nous, les Achéens, nous faisions aujourd'hui des jeux en l'honneur d'un autre, croyez-moi, je m'emparerais du premier prix et l'emporterais dans mon pavillon. Vous savez combien, par leur qualité, mes chevaux sont supérieurs aux autres. Ils sont de nature immortelle. C'est Poséidon qui les donna à mon père Pélée, et lui, à son tour, me les mit en main. Bien sûr, je resterai sans bouger, comme mes chevaux aux sabots massifs. Tel fut le conducteur dont ils ont perdu la noble gloire, leur doux conducteur qui, très souvent, versait sur leurs longs crins l'huile fluide, les ayant baignés dans l'eau qui reluit. Ils restent là debout, à le pleurer douloureusement. Leurs longs crins se sont abattus sur le sol. Ils restent là, l'affliction dans le cœur. Équipez-vous sans moi d'un bout à l'autre de l'armée, tous ceux des Achéens qui ont confiance en leurs chevaux et dans leurs chars de solide assemblage. Ainsi parla le Péléide. Les hommes d'attelage rapidement se rassemblèrent. Le premier, et de loin, ce fut le seigneur suzerain Eumélos, le fils d'Admète, qui possédait supérieurement l'art de conduire un char. Après lui, le puissant Diomède, fils de Tidée, se leva et amena sous le joug les chevaux de Tros, qu'il avait, un jour passé, enlevés à Énée, alors qu'Énée lui avait été soustrait par Apollon son sauveur. Après lui se leva le blond Ménélas, race de Zeus, fils d'Atrée,
et il amena sous le joug de prompts chevaux, la jument Haïté, qui était à Agamemnon, et le cheval Podargos, qui était à lui. La jument avait été donnée à Agamemnon par Échepolos, fils d'Anchise, un présent pour qu'il fût dispensé de le suivre sous Ilion l'éventé, et goûta la joie de rester là où il était. Zeus lui avait accordé une grande opulence. Il habitait Sicyone, aux larges places. Ménélas amena donc sous le joug la bête qui avait envie de courir. Le quatrième, qui équipa ses chevaux au beau poil, fut Antiloque, l'illustre fils du seigneur Nestor au cœur débordant, issu de Nélée. Les chevaux aux pieds prompts, qui lui emportaient son char, étaient de la race de Pylos. Son père vint se placer près de lui, et tout avisé qu'il était, lui parla ne pensant qu'à son bien. Antiloque, tu as beau être jeune, Zeus et Poséidon, c'est sûr, se sont pris d'affection pour toi et t'ont enseigné sous toutes ses faces l'art de conduire les chars. Aussi, il n'est absolument nul besoin que je te fasse encore la leçon. Tu sais bien contourner la borne. Mais tes chevaux sont très lents à la course. Aussi, j'ai l'impression que ce sera un malheur. Les autres ont des chevaux plus prompts, mais eux, pour l'habileté, ils n'en savent pas plus que toi-même. Eh bien, allons, mon cher, mets-toi l'habileté dans le cœur, sous toutes ses formes, de peur que le prix ne t'échappe et ne passe à côté de toi. C'est l'habileté, non la force, qui fait qu'un bûcheron vaut beaucoup mieux qu'un autre. C'est l'habileté encore qui fait que, sur le large vineux, le pilote dirige son navire rapide que veulent briser les vents. C'est l'habileté qui fait qu'un cocher est supérieur à un cocher. Mais l'un se fie à ses chevaux et à son char sans réfléchir. Il vire large en zigzagant. Ses chevaux vont à l'aventure à travers la piste, il ne les tient pas. L'autre, qui poussant des chevaux de valeur moindre connaît les habiles calculs, tourne tout près, les yeux sans cesse sur la borne. Il n'oublie pas l'attention à donner dès le début avec les rênes de cuir de bœuf. Oui, il tient les bêtes, sûr de lui, et il guette celui qui le précède. Je vais t'indiquer un repère, extrêmement facile à remarquer, qui ne t'échappera pas. Un tronc de chêne ou de pin, desséché, debout, d'une brasse environ au-dessus du sol. Les pluies ne le pourrissent pas. Deux pierres blanches de part et d'autre y sont appuyées, à la jonction des voies, et la piste des chevaux est unie tout autour. C'est le tombeau de quelque humain, mort depuis longtemps, ou c'était une borne, mise là du temps des anciens hommes. Le divin Achille aux pieds prompts à la rescousse en a fait une borne aujourd'hui. Pousse tout près d'elle ton char et tes chevaux en l'effleurant. Toi-même, incline-toi sur ta plateforme bien tressée, doucement sur la gauche des chevaux. Mais aiguillonne le cheval de droite, donne de la voix et de la main, relâche-lui les rênes. Que ton cheval de gauche effleure la borne, de façon que le moyeu de ta roue bien faite paraisse en atteindre la surface. Mais évite de toucher la pierre, de peur que, d'une manière ou d'une autre, tu ne blesses tes chevaux et ne mettes ton char en morceaux, ce qui sera une joie pour les autres, pour toi-même une honte. Au lieu de cela, mon cher, sois prudent, tiens-toi sur tes gardes, car si, une fois sur la borne, en te lançant, tu pousses et la dépasses, il n'est pas d'homme qui, bondissant à ta suite, triomphe de toi et te dépasse. Poussa-t-on derrière toi le divin Arion, le cheval rapide d'Adraste, qui était de race divine, ou les chevaux de Laomédon, ici même nourris de nobles bêtes. Après ces paroles, Nestor, fils de Nélée, retourna s'asseoir à sa place, ayant dit à son fils le fin mot de chaque chose. Le cinquième, qui équipa ses chevaux au beau poil, fut Mérionès, et tous montèrent sur leurs chars et jetèrent leur sort. Achille les secoua. Le sort d'Antiloque, fils de Nestor, sauta dehors. À sa suite, le puissant Eumélos reçut le sien. Après lui, Ménélas l'Atride à la lance fameuse. Après lui, Mérionès fut désigné pour mener son attelage. Et le fils de Tidée, de beaucoup le meilleur, fut désigné le dernier pour pousser ses chevaux. Ils se placèrent en ligne. Achille leur signala la borne, au loin, dans la plaine unie. Auprès d'elle, il établit comme surveillant Phénix égal aux dieux, le compagnon de son père, pour qu'il fît attention à la course et lui rapportât la vérité. Tous en même temps sur leurs chevaux levèrent le fouet, les frappèrent avec les rênes. Impatients, ils donnaient de la voix et leur parlaient. Et les chevaux promptement d'aller au bout de la plaine, s'éloignant des nefs avec rapidité. Sous leur poitrine, la poussière se dressait, soulevait. C'était comme un nuage, c'était comme une tempête. Leurs longs crins s'agitaient parmi les souffles du vent. Les chars tantôt s'approchaient de la terre qui tend d'être nourrie, tantôt bondissaient dans les airs.
Les conducteurs étaient debout sur leur plateforme, et dans leur désir de la victoire, chacun avait le cœur qui cognait, et chacun d'exhorter ses chevaux, et ceux-ci de voler à travers la plaine, soulevant la poussière. Mais lorsque les prompts chevaux, accomplissant la dernière partie de la course, revinrent vers la mer blanchissante, les qualités de chacun se firent jour, et les chevaux soudain firent une course plus tendue. Alors les juments au pied prompt du fils de Phérès promptement s'enlevèrent. À leur suite s'enlevèrent les étalons de Diomède, ceux de Tros. Ils n'étaient point à grande distance, mais tout proches. De moment en moment, on eût dit qu'ils allaient monter sur le char. Eumélos avait la chaleur de leur souffle sur le plat du dos et ses larges épaules. Ils volaient, leur tête sur lui posée, et Diomède eût dépassé ou rendu l'issue ambiguë si Phoebos Apollon, exerçant sa rancune contre le fils de Tidée, ne lui eût jeté des mains son fouet brillant. Des larmes coulèrent de ses yeux, dans la colère qui le prenait de voir les juments tant et tant augmenter encore leur allure, tandis que ses étalons avaient été troublés de courir sans l'aiguillon. Mais Apollon ne trompa pas le fils de Tidée à l'insu d'Athéna. Très promptement, elle se hâta de rejoindre le pasteur d'hommes, lui donna un fouet et inspira l'ardeur à ses chevaux. Pleine de rancune, elle alla trouver le fils d'Atmède. Pleine de rancune, elle alla trouver le fils d'Admète. La déesse brisa le joug de son attelage, et ses juments d'aller courir, chacune de son côté du chemin, et le timon de se détacher sur le sol. Eumélos, lui, roula du char à côté d'une roue, et se déchira partout les coudes, la bouche et le nez. Son front sur les sourcils fut fracassé. Ses yeux se remplirent de larmes. Sa voix vigoureuse s'était arrêtée. Le fils de Tidée se détourna et le dépassa, dirigeant ses chevaux aux sabots massifs et bondissant fort loin des autres. Athéna avait inspiré l'ardeur à ses chevaux. Excusez-moi. Décidément, c'est pas facile encore une fois ce soir. Le fils de Tidée se détourna et le dépassa, dirigeant ses chevaux aux sabots massifs et bondissant fort loin des autres. Athéna avait inspiré l'ardeur à ses chevaux et posé sur lui les rayons de la gloire. Après lui, le blond Ménélas, fils d'Atrée, dirigeait son attelage. Mais Antiloque se mit à exhorter les chevaux de son père. « Marchez, vous aussi. Allongez le pas au plus vite. Ah, je ne vous presse point de lutter contre cela, les chevaux du valeureux fils de Tidée, à qui Athéna aujourd'hui a offert la vitesse, sur lui posant les rayons de la gloire. Mais rattrapez les chevaux de l'Atride, ne restez pas derrière. Faites vite, de peur qu'Aïté, une femelle, sur vous ne déverse la honte. Braves amis, pourquoi restez-vous en arrière? Car je vais vous le révéler ici, et cela justement va devenir une réalité. Chez Nestor, le pasteur d'hommes, on ne prendra pas soin de vous. D'un coup du bronze aigu sur le champ il vous tuera, si par votre manque de zèle, nous emportons un prix de valeur moindre. Allons, hâtez-vous, joignez vos efforts aux miens au plus vite. J'ai, moi, une idée ingénieuse, et la voici. Je profiterai d'un rétrécissement de la voie pour plonger et passer. Le moment d'agir ne m'échappera pas. Ainsi parla-t-il. Au cri d'appel de leur maître, les chevaux prirent peur et augmentèrent quelque temps leur vitesse de course. Et je vais m'arrêter là pour la première partie de lecture de ce soir, les amis. Nous marquons une courte pause. Nous marquons une très courte pause en vrai. Très courte pause parce que ça fait pas si longtemps non plus que je lis et qu'il ne reste qu'une dizaine de pages à lire. Comme je vous le disais, le live du jour ne durera pas forcément très longtemps. Je pense que ça va durer 1h20, un truc comme ça peut-être. Je sais pas trop dire, c'est difficile en fait à prévoir. Mais bon, du coup si j'avais fait le champ 23 et 24 ce soir, ça aurait fait peut-être 2h40 de live et c'est vraiment long. D'autant que, je dois vous avouer, qu'il y a plusieurs choses qui se mêlent, mais je commence à avoir pas une lassitude, mais je sais pas comment expliquer ça. En fait, j'ai besoin vraiment d'une pause. J'ai vraiment besoin d'une pause. C'est pour ça aussi que là, j'attends avec impatience vraiment euh, les, la pause de juillet, à la fin de la saison. Parce que je prends du plaisir à faire les lives, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais j'ai vraiment besoin d'une pause. J'ai vraiment besoin de me changer d'air. J'ai vraiment besoin de faire autre chose. En fait, le truc avec les lives, c'est que auparavant, je faisais une pause de 3-4 jours. Allez, je vais dire, je faisais une pause entre 3 et 5 jours par mois, à peu près. Et puis, il y a eu le Covid.
il y a eu la crise sanitaire. On a eu beaucoup d'interdictions qui ont fait que bah, du coup je faisais des pauses plus étalées dans le temps. Parce que les pauses, c'est l'occasion pour moi de faire plein de choses. C'est l'occasion pour moi de prendre du recul des lives, tout ça, mais c'est aussi l'occasion de faire des choses que je dois faire à tout prix IRL. Donc du coup j'essaie de caler tous mes rendez-vous professionnels entre guillemets sur ces moments-là, mais aussi les moments où je peux voir mes amis, ma famille, etc. Et donc en fait là pendant quasi un an et demi, enfin je dirais que ça fait bien un an et demi, où en fait au lieu de prendre une pause de 3 à 5 jours tous les mois, bah je prenais une pause de 3 à 5 jours tous les 2 3 mois. Et en fait ça commence à me peser vachement, je dois vous avouer. Donc ça commence à me peser et j'ai vraiment besoin de changer d'air, ouais, de m'aérer l'esprit, de faire autre chose. Donc voilà, là je suis très heureux de lire l'Iliade et j'ai hâte de voir ce que va donner la fin de cette lecture. Mais c'est vrai que j'ai quand même hâte bah, de passer à autre chose, entre guillemets. En fait, d'arrêter les lives pour une petite pause. Mais même au-delà de purement psychologiquement ou moralement, enfin voilà, même physiquement, je ressens ce besoin parce que cette année, on s'en souvient, c'est la première année où je me suis cassé la voix vraiment fortement. Ça m'est déjà arrivé de me casser la voix deux trois fois dans ma vie, je pense, mais en général, je la récupère très vite et il n'y a aucun problème, aucune séquelle et ainsi de suite. Et là, cette année, je me suis vraiment cassé la voix de manière assez balèze parce que ça a été sur la durée, en fait, ça a été vraiment sur la durée où j'ai perdu ma voix, je trouve. Et j'ai toujours l'impression de ne pas l'avoir récupérée pleinement, et ça commence à m'inquiéter un peu d'ailleurs, mais en soi, j'ai l'impression de ne plus pouvoir récupérer ma voix là. Même en chant, j'ai l'impression de chanter beaucoup moins bien depuis quelques mois. Ça commence à m'embêter fortement. Et tout ça est mêlé à plein d'autres problèmes, mais voilà, je dis pas ça pour me plaindre et pour me trouver des excuses, mais par exemple, vous m'avez entendu éternuer. Vous vous rappelez sans doute des lives il y a à peine 2 semaines, même moins que ça, je pense, il y a à peine une grosse semaine, où j'étais en débardeur et que j'étais pourtant suintant de sueur sous facilement 32 degrés. Et puis là, bah, depuis quelques jours, on est repassé en hiver soudainement. Donc du coup, je vous avoue que vraiment, du jour au lendemain, et je ne rigole pas, hein, mais de toute façon, je pense que c'est comme ça pour beaucoup de personnes en France, du jour au lendemain, passer de 32 degrés à une chaleur étouffante, humide, etc., à quasiment de nouveau l'hiver, enfin j'exagère, mais en tout cas passer de 32 degrés à 15 degrés, je déconne pas là-dessus pour le coup. Sur le même thermomètre chez moi, j'ai eu 32 degrés et 15 degrés en l'espace d'un jour. Donc je vous avoue que perdre 15-17 degrés, ça a été costaud et là de nouveau j'ai l'impression d'être malade. Je suis vraiment rarement malade. J'ai l'impression d'être rarement malade. Mais là, voilà, je sens que j'ai un petit rhume, je sens que je suis un peu le nez encombré. Voilà, je sens que je suis pas à mon plein potentiel, je suis pas en pleine forme. Et voilà. Donc c'est autant de choses qui font que la lecture est vraiment assez éprouvante, je dois l'avouer. Mais sinon, elle reste très sympathique. Il s'est pas passé grand chose, c'est pour ça que je vais reprendre la lecture très vite. Il s'est pas passé grand chose, voilà, c'est un peu l'après mort de Nestor. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire du cadavre? Comment ils vont rendre hommage à Patrocle? C'est assez intéressant quand même, hein, de voir un peu les rites qui se mettent en place. C'est pas forcément des choses qu'on ferait aujourd'hui, donc c'est intéressant de voir la différence. Euh, et ouais, on voit un peu comment tout ça se met en place et on voit aussi à quel point Achille en impose et a imposé quelque part sa domination, j'ai envie de dire, même sur ses mates, quoi, même sur ses compagnons, sur ses compagnons de bataille, puisque vraiment, c'est même, enfin, c'est plus jamais Agamemnon ou Ménélas qui prennent le devant de la scène pour un petit peu donner les ordres et tout. Là, c'est vraiment Achille qui intime à tout le monde la marche à suivre. Euh, Même s'il dit à Agamemnon, vas-y, parle, toi, ils t'obéiront. En vrai, bah, s'il fait obéir le commandant de tous les hommes, bah, c'est lui qui commande quelque part.
Donc ouais, c'est intéressant de voir que là, la figure d'Achille a pris complètement le dessus, complètement le pas sur, sur toutes les autres figures. Et là, on voit peut-être un peu mieux en quoi le personnage d'Achille a été cristallisé comme ça dans l'imagerie, enfin dans l'imagination collective, comme étant le personnage charismatique de la guerre de Troie, quoi. Donc ouais, c'est vachement intéressant à découvrir, je trouve. Et d'ailleurs, on va découvrir la suite sans plus attendre, les amis, puisque comme je vous le disais, il ne nous reste pas grand-chose à lire. Je vais reprendre euh, juste au début du paragraphe, parce que je me suis arrêté en plein milieu d'un paragraphe, complètement arbitrairement, encore une fois, je vous préviens. Et c'était donc... C'est qui venait de parler? C'était Antiloque, voilà. Ouais, c'est ça. C'était Antiloque qui venait de parler. Et donc, je reprends à la suite du discours d'Antiloque. Bien, on est reparti. Je vous souhaite à tous une bonne écoute, que vous me regardiez dans l'ombre du chat en live ou en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à tout à l'heure pour l'outro. Chant 23, suite et fin. Ainsi parla-t-il. Au cri d'appel de leur maître, les chevaux prirent peur et augmentèrent quelque temps leur vitesse de course. Puis, tout d'un coup, Antiloque, le ferme combattant, vit que le chemin creux se rétrécissait. Il y avait une fissure du sol. L'eau due au mauvais temps s'y était amassée et avait rompu une partie de la voie et creusé tout le terrain. C'est par là que se dirigeait Ménélas, voulant éviter de courir roue contre roue. Mais Antiloque se détourna pour le dépasser, dirigeant ses chevaux au sabot massif hors du chemin, inclinant un peu sur le côté, tout en continuant la poursuite. L'Atride prit peur et cria pour se faire entendre d'Antiloque. Antiloque, tu mènes ton attelage de façon insensée. Allons, retiens tes chevaux. Il y a un rétrécissement de la voie. Bientôt elle sera assez large pour doubler. Prends garde de nous mettre à mal, tous les deux, d'une manière ou d'une autre en attrapant mon char. Ainsi parla-t-il. Mais Antiloque poussa encore bien davantage, harcelant ses bêtes avec l'aiguillon. C'était, eût-on dit, comme s'il n'entendait pas. Telle la portée d'un disque que lance de l'épaule le solide gaillard qui l'a envoyé, essayant sa jeune vigueur, telle la distance que la course des bêtes à couvertes. Les juments de l'Atride eurent un brusque mouvement de recul. Lui-même renonça volontairement à les pousser. Il craignait quelque rencontre sur le chemin des chevaux aux sabots massifs, renversant les chars aux plateformes bien tressées, tandis que les hommes, eux, tout à leur passion pour la victoire, s'abattraient dans la poussière. Cherchant la dispute avec Antiloque, le blond Ménélas lui dit « Antiloque, aucun autre des mortels n'est plus pernicieux que toi. Va donc te perdre, car il n'est pas vrai que tu sois un homme de sens comme nous le pensions. Mais pour autant tu n'emporteras pas le prix sans un serment. » À ces mots, élevant la voix, il exhorta ses chevaux. « Ne vous arrêtez pas, je vous en prie, ne restez pas là, l'affliction au cœur. Avant vous, ils auront les pieds et les genoux fatigués. Ils manquent tous deux de jeunesse. » Ainsi parla-t-il. Au cri d'appel de leur maître, les chevaux prirent peur et augmentèrent leur vitesse de course. Bientôt ils furent près des autres. Les Argiens, assis dans l'assemblée, regardaient les attelages. Et ceux-ci de voler dans la plaine, soulevant la poussière. Idoménée, chef des Crétois, le premier remarqua un attelage. Il était assis en dehors de l'assemblée, très haut, dans un lieu où la vue s'étendait alentour, et avait entendu, malgré l'éloignement, les exhortations d'un homme qui le reconnut. Il remarqua le cheval qui se distinguait entre tous, et précédait les autres, entièrement roux, hormis le front, où était une marque blanche ronde comme une lune. Il se dressa debout, et devant les Argiens prit la parole. « Chefs et conseillers des Argiens, mes amis, suis-je seul à voir clairement un char ou le voyez-vous aussi? C'est un autre attelage qui me semble avoir pris de l'avance, c'est un autre cocher qui apparaît. Elles ont eu quelque accident ici même, dans la plaine, les juments qui avaient là-bas la supériorité. En vérité, je les ai d'abord vues se lancer autour de la borne, et à présent il n'y a pas moyen que je puisse les voir. Mes yeux cherchent et regardent partout, à travers la plaine de Troie.
Les rênes ont-elles échappé au cocher, qui n'a pu conduire correctement autour de la borne et n'a pas réussi à tourner? J'ai l'impression que c'est là qu'il est tombé, qu'il a mis d'un coup son char en pièces et que les juments se sont écartés de la piste dans l'ardeur qui avait pris leur cœur. Mais voyez vous-même, levez-vous. Je ne distingue pas bien. Il me semble que l'homme est un étolien de race, qui règne parmi les Argiens, le fils de Tidée, dompteur de chevaux, le puissant Diomède. Mais le rapide Ajax, fils d'Oïlée, le gourmanda pour lui faire honte. Idoménée, pourquoi commences-tu par y mettre de la passion? Les juments promptes à lever le pied sont à se hâter encore dans la vaste plaine, loin de nous. Tu n'es pas le plus jeune parmi les Argiens, tant s'en faut, et de ta tête, tes yeux ne portent pas les regards les plus aigus. Pourtant, tu mets de la passion dans tes paroles. Les discours passionnés ne sont point ton affaire. Il en est d'autres près de nous qui valent bien mieux que toi. Ce sont les mêmes juments qui tiennent l'avance, et qui la tenaient jusque-là, celle de Mélos, et lui-même est monté et tient les rênes. Le chef des Crétois, pris de colère, lui répartit. Ajax, champion mal intentionné des disputes, pour tout le reste tu es inférieur aux Argiens, parce que ton cœur est dur. Viens donc ici, gageons un trépied ou un bassin, et prenons tous deux comme juge Agamemnon l'Atride. Lequel des deux chars devance l'autre? Gageons, pour qu'en payant tu puisses comprendre. Telles furent ses paroles, et aussitôt le rapide Ajax, fils d'Oïlée, se leva plein de colère, pour lui répondre dans un dur langage. Et la querelle entre deux, fut allée plus avant, si Achille en personne ne se fût levé et n'eût dit. Cessez donc d'échanger de dures paroles, Ajax et Idoménée, des paroles méchantes. Cela non plus n'est pas décent. Il vous arrivera d'en vouloir à quelqu'un d'autre qui se conduirait ainsi? Allons, regardez les attelages, assis dans l'assemblée. Eux, tout à leur passion pour la victoire, vont arriver bientôt ici. Alors chacun de vous connaîtra ceux des attelages d'Argos, qui sont les seconds, ceux qui sont devant eux. Ainsi parla-t-il, et le fils de Tidée arriva tout près d'eux, en pleine lancée, d'un coup de fouet partant de l'épaule, poussant ses bêtes. Les chevaux se soulevant en l'air, vivement allèrent au bout de leur route. Sans interruption, la poussière projetée frappait le cocher. Le char, solidement d'or et d'étain revêtu, courait à la suite des chevaux aux sabots massifs. Aucune grosse trace des jantes derrière le char dans la fine poussière. Il volait en plein effort. Diomède s'arrêta au milieu de l'assemblée. Une sueur abondante ruisselait de la nuque et du poitrail de ses chevaux sur le sol. Lui-même sauta du char tout brillant à terre. Il appuya son fouet aux joues. Le vaillant Sténélos ne resta pas inactif. Il se hâta de prendre le prix, et à ses compagnons au cœur débordant, il donna la femme à emmener, le trépied pourvu d'anses à emporter, et il détela les chevaux. À sa suite, Antiloque, fils de Nélée, poussa son attelage, ayant pris de l'avance sur Ménélas par ses ruses, nullement par sa rapidité. Cela n'empêchait pas Ménélas de diriger ses chevaux tout près de lui. Telle la distance séparant la roue du cheval qui tire son maître et son char en s'allongeant dans la plaine. Les crins du bout de sa queue touchent la jante, qui court tout près de lui, et il n'y a pas un grand espace entre eux, tandis qu'il court dans la vaste plaine. À telle distance se trouvait Ménélas derrière le noble Antiloque. Il avait été cependant d'abord laissé en arrière, et même de la portée d'un disque, mais soudain il l'avait rattrapé. Et croissait là l'ardeur généreuse de la jument d'Agamemnon, Aïté au beau poil. Si la course pour tous deux s'était encore prolongée, Ménélas alors eût dépassé l'autre et n'eût pas rendu l'issue ambiguë. Mérionès, lui, le noble écuyer d'Idoménée, restait derrière le très glorieux Ménélas d'une portée de lance. Ses chevaux au beau poil étaient les plus lents, et lui-même avait une manière très douce de pousser son char sur le terrain des jeux. Le fils d'Admète arriva le tout dernier des autres, traînant son beau char, poussant ses chevaux devant lui. En le voyant, le divin Achille aux pieds pronds à la rescousse fut pris de compassion. Debout au milieu des Argiens, il prit la parole avec des mots empennés. « C'est le meilleur qui pousse le dernier ses chevaux aux sabots massifs. Eh bien voyons, donnons-lui un prix, un qui soit décent, le second, et que le fils de Tidée emporte le premier. » Ce furent ses paroles, eux tous d'approuver, comme il les y invitait. Les Achéens l'approuvant, il lui eût donné la jument, si Antiloque, le fils de Nestor au grand cœur, se mettant debout, n'eût répondu justement. « Achille, je serais fort en colère contre toi si tu accomplis ce que tu dis. Tu as l'intention de m'ôter le prix,
avec l'idée que son char sans doute et ses rapides chevaux eurent un accident, mais que lui-même est quelqu'un de brave? Eh bien, il devait adresser des vœux aux immortels. Alors, en pleine lancée, il ne serait point arrivé le tout dernier. Si tu as de la compassion pour lui et s'il est cher à ton cœur, tu as dans ton pavillon de l'or en quantité, tu as du bronze, du bétail, tu as des captives et des chevaux aux sabots massifs. Par la suite, prélève-y un prix, plus important même, et donne-le lui, ou même aujourd'hui sur le champ, afin que les Achéens t'approuvent. La jument, je ne la donnerai pas. Celui des guerriers qui y prétend, qu'il cessait à combattre avec ses bras contre moi. Ce furent ses paroles, et le divin Achille aux pieds pronds à la rescousse sourit. Il mettait sa joie dans Antiloque, car c'était pour lui un compagnon cher. Il lui adressa en réponse des mots empennés. Antiloque, si tu m'invites à prendre chez moi et ajouter un autre présent pour le donner à Eumélos, c'est ce que je vais accomplir. Je lui donnerai la cuirasse que j'enlevai à Astéropaios. Elle est en bronze, tout autour gainée d'une couche d'étain brillant. Il aura là un objet de grand prix. Et Ménélas, de se lever parmi eux, le cœur dans l'affliction, violemment irrité contre Antiloque. Un héros lui mit le sceptre en main. Il ordonna aux Argiens de se taire. Puis élevant la voix devant eux, il dit, pareil à un dieu, « Antiloque, auparavant homme avisé, qu'as-tu fait là? Tu as jeté la honte sur ma valeur, tu as gêné mes chevaux en lançant devant eux les tiens, qui leur sont de beaucoup inférieurs. Allons, guides et chefs des Argiens, jugez publiquement entre nous deux, sans nulle aide d'entre nous pour qu'on ne dise jamais parmi les Achéens à côte de bronze. Ménélas, par ses mensonges, fit violence à Antiloque et partit, emmenant une jument parce que, ayant des chevaux bien inférieurs, lui-même l'emportait par la vertu de la force. Mais voyons, moi-même, je rendrai le jugement, et je prétends qu'aucun autre des Danaens ne m'assènera ses reproches, car il sera droit. Voyons, Antiloque, nourrisson de Zeus, viens ici comme il est d'usage, debout devant tes chevaux et ton char. Puis tiens dans la main la fine lanière qui te servait auparavant à pousser ton attelage. Et mettant la main sur tes chevaux, jure donc le dieu qui secoue la terre et ébranle le sol que tu n'as pas, volontairement et par tes ruses, entraver la marche de mon char. L'avisé Antiloque lui répartit alors. Patience donc. Je suis beaucoup plus jeune que toi, seigneur Ménélas. Tu es mon aîné et tu vaux mieux que moi. Tu sais ce que sont les excès d'un jeune homme. L'idée est plutôt rapide, mais mince la prudence. Que ton cœur l'accepte patiemment. Je te donnerai moi-même la jument que j'ai gagnée. Si même tu me demandais un autre don plus important à prendre chez moi tout de suite sur le champ, je voudrais te le donner, plutôt que d'être chassé tous les jours de ton cœur, nourrisson de Zeus, et d'être injuste aux yeux des dieux. Il dit, et conduisant la jument, le fils de Nestor au grand cœur la mit dans les mains de Ménélas. Le cœur de celui-ci en fut réchauffé, comme la rosée qui couronne les épis, quand grandit la moisson et que se hérisse la glèbe. Ainsi, Ménélas, ton cœur dans tes entrailles fut réchauffé, et, élevant la voix, tu adressas à Antiloque des mots empennés. Antiloque, oui, à présent c'est moi qui ferai céder ma colère. Tu n'étais en aucune façon jusque-là un esprit caracolant et égaré, et aujourd'hui c'est la folle jeunesse qui a vaincu ta raison. Mais évite de tromper une seconde fois ceux qui valent mieux que toi. Un autre des Achéens n'eût pas vite réussi à me persuader. Mais toi, tu as enduré maintes épreuves, maintes fatigues, pour moi comme ton noble père et ton frère. Aussi je me laisserai persuader par ta prière, et j'irai jusqu'à te donner la jument, toute mienne qu'elle est, pour que ceux-ci aussi apprennent que mon cœur ne fut jamais orgueilleux et dur. Il dit, et donna à Noémon, le compagnon d'Antiloque, la jument à emmener. Lui ensuite prit le bassin tout brillant. Mérionès enleva les 2 talents d'or, étant le 4e, tel qu'il avait poussé son attelage. Le 5e prix était de reste le bassin à 2 poignées. Achille le donna à Nestor. Il traversa l'assemblée des Argiens pour le lui porter, et s'étant approché, il lui dit « Prends donc, vieillard, que soit à toi aussi cet objet à garder, comme souvenir des funérailles de Patrocle. Lui, tu ne le verras plus parmi les Argiens. Je te donne ce prix comme cela, sans que tu combattes au pugilat, sans que tu prennes part à la lutte. Et tu n'entreras pas en compétition pour le lancer du javelot, et tes pieds ne prendront pas de part à la course. Désormais l'intraitable vieillesse pèse sur toi. » Ce disant, il lui mit le bassin dans les mains. Nestor le reçut tout joyeux, et élevant la voix, il lui adressa des mots empennés. « Oui, mon enfant, tu as parlé dans tout cela de la manière qui convient. Mes membres, amis, mes jambes n'ont plus de fermeté,
et mes bras ne s'élancent point, rapides des deux côtés de mes épaules. Ah, si j'étais en pleine jeunesse, si mes forces ne bronchaient pas, comme au temps où les Épéens rendaient les honneurs funèbres aux puissants Amarincés, à Bouprasillon, où ses fils avaient offert des prises en l'honneur du roi. Aucun homme alors ne m'égala, ni des Épéens, ni des Pyliens eux-mêmes, ni des Étoliens au grand cœur. Au pugilat, je vainquis Clitomédès, fils d'Énops. À la lutte, Ancaïos de Pleuronne, qui s'était levé contre moi. À la course avec mes jambes, je dépassai Iphiclos, quelqu'un de brave pourtant. À la lance, je surpassai Philée et Polydoros. Il n'y eut qu'à la course de chars où les deux fils d'Actor me doublèrent. Ils se placèrent avant moi par une faveur de la foule, ayant par jalousie convoité la victoire, parce que c'était le prix le plus important qui restait à leur portée. Ils étaient deux. L'un était à conduire sans broncher. Il était à conduire sans broncher tandis que l'autre poussait les bêtes à coups de fouet. Voilà comme j'étais jadis. Que de jeunes à leur tour affrontent aujourd'hui de tels travaux. Pour moi, il me faut obéir à la triste vieillesse, mais alors je me distinguai parmi les héros. Va, rends aussi les honneurs funèbres par des jeux à ton compagnon. Je reçois ce présent volontiers. Mon cœur se réjouit de voir que tu te souviens toujours de moi, qui te suis tout dévoué, et que tu n'oublies pas les hommages dont il convient que je sois honoré parmi les Achéens. Ah, qu'en échange de ceci, les dieux te donnent leur faveur, assez pour contenter ton désir. Ainsi parla-t-il, et le fils de Pélée s'en alla dans la foule nombreuse des Achéens, après avoir entièrement écoulé l'éloge du fils de Nélée. Après avoir entièrement écouté l'éloge du fils de Nélée. Puis il offrit les prix du douloureux pugilat. Il amena et attacha devant l'assemblée une mule de 6 ans, patiente au travail, non dressée, qu'on aurait beaucoup de mal à dresser. Pour le vaincu, il offrit un anape à double coupe. Il se dressa debout, et devant les Argiens prit la parole. Fils d'Atrée, et vous autres, Achéens porteurs de bonnes jambières, j'invite 2 hommes, et certes les meilleurs, à lever les bras pour ces enjeux, et à frapper fort des poings. Celui à qui Apollon aura donné de se montrer résistant, et que tous les Achéens reconnaîtront pour tel, qu'il parte en emmenant dans son pavillon la mule patiente au travail, et le vaincu emportera le hanape à double coupe. Ce furent ses paroles, et aussitôt se leva un noble et grand homme, possédant la science du pugilat, Épéios, le fils de Panopée. Il mit la main sur la mule patiente au travail, et, élevant la voix, « Qu'il approche, celui qui emportera le hanape à double coupe. La mule, je le déclare, aucun autre des Achéens ne l'emmènera, étant vainqueur au pugilat. Je prétends être le meilleur. N'est-il pas suffisant que je sois inférieur au combat? Il n'est même nullement possible que l'on soit expert en toutes choses, car je vais révéler ici ce qui précisément va devenir une réalité. D'un direct, je lui romprai la peau et lui briserai en même temps les os. Que les amis du défunt attendent ici même, assemblés, pour l'emporter, quand il aura été dompté sous les coups de mon bras. » Ce furent ses paroles, et les autres gardèrent tous le silence sans bouger. Seul se dressa Euryalus, pareil à un dieu. C'était le fils du seigneur Mésistée, issu de Talaos, qui vint jadis à Thèbes pour les funérailles d'Oedipe avec fracas abattu. Il y vainquit tous les descendants de Cadmos. Le fils de Tidée à la lance fameuse s'affairait autour de lui avec des paroles d'encouragement. Il avait grand désir de le voir vainqueur. Il lui passa d'abord la ceinture, puis il lui donna les lanières bien taillées de la peau d'un bœuf parqué au champ. Les 2 hommes, s'étant ceints, marchèrent au centre du terrain des jeux. Se faisant face, ils levèrent leurs poings, tous 2 en même temps, avec leurs bras solides. Ils tombèrent l'un sur l'autre, et leurs lourdes mains se mêlèrent. Il y eut un craquement terrible de mâchoires. La sueur ruisselait partout de leurs membres. Le divin Épéios s'élança et frappa à la joue Euryalus, qui jetait partout des regards d'inquiétude. Il ne tint plus longtemps debout, et ses membres luisants sous lui s'abattirent. Sous le frisson de Borée, le poisson saute en l'air sur la grève couverte d'algues et le recouvre le flot noir. Ainsi, le coup qu'il reçut fit sauter en l'air Euryalus, mais Épéios, au grand cœur, le prit avec ses mains et le redressa. Ses compagnons l'entourèrent et le menèrent à travers le terrain des jeux, sur ses pieds qui traînaient, crachant un sang épais, jetant la tête d'un côté. Ils l'emmenèrent et le firent asseoir, inanimé, parmi les Achéens. Eux s'en allèrent, en emportant le hanape à double coupe.
Le fils de Pélée sur-le-champ offrit pour la 3e fois d'autres prix, en les montrant aux Danaens, ceux de l'art douloureux de la lutte. Pour le vainqueur, un grand trépied allant au feu, que les Achéens entre eux estimèrent à 12 bœufs. Pour le vaincu, il mit au milieu une femme qui savait mains ouvrages, et qu'ils estimèrent à 4 bœufs. Achille se mit debout, et devant les Argiens prit la parole. Les deux qui vont tenter cette autre épreuve, levez-vous. Ce furent ses paroles. Alors le grand Ajax, fils de Télamon, se leva, et debout se dressa Ulysse au milieu des saints, expert en ruse. S'étant saints, ils marchèrent au centre du terrain des jeux, et de leurs mains solides s'embrassèrent comme les chevrons au haut de la demeure, qu'ajuste un charpentier renommé, cherchant à esquiver la violence des vents. Les bras intrépides faisaient crier les dos, qu'ils tiraient durement, et ruisselait la sueur humide, et se multipliaient à leurs flancs, à leurs épaules, les meurtrissures qui surgirent de sang empourpré. Et en eux, sans cesse aucune, l'envie de vaincre, pour avoir le trépied bien fait. Ulysse ne pouvait faire trébucher Ajax, et lui faire toucher le sol, pas plus qu'Ajax ne le pouvait. La puissante vigueur d'Ulysse tenait bon. Au moment où ils étaient en train d'ennuyer les Achéens porteurs de bonnes jambières, le grand Ajax, fils de Télamon, dit à Ulysse. Fils de Laërte, race de Zeus, Ulysse aux 1000 inventions, lève-moi en l'air où je te lève. Et tout cela, Zeus y pensera. Ce disant, il tenta de le lever en l'air. Mais Ulysse se souvint d'une ruse. Il réussit à frapper Ajax au jarret, par derrière. Il lui défit le lien des genoux. L'autre tomba en arrière, et Ulysse s'abattit sur sa poitrine. Et la foule de regarder, admirative et stupéfaite. Alors, à son tour, le divin Ulysse, porteur de tant de mots, tenta de lever Ajax en l'air. Il le remua quelque peu du sol sans le soulever, et lui accrocha le genou. Tous deux s'abattirent sur le sol, tout près l'un de l'autre, et furent souillés de poussière. Pour la 3e fois, ils s'élancèrent et de nouveau eussent lutté, si Achille en personne ne se fût levé et ne les eût arrêtés. Cessez de vous acharner l'un sur l'autre et de vous épuiser à vous faire du mal. La victoire est à tous les deux. Enlevez des prix égaux et partez pour que d'autres Achéens aussi prennent part au jeu. Telles furent ses paroles. Eux l'entendirent fort bien et lui obéirent. Ils s'essuyèrent pour ôter la poussière et revêtirent leurs tuniques. Le Péléide offrit aussitôt d'autres prix pour la vitesse. C'était un cratère en argent d'un travail achevé, contenant 6 mesures. Sur toute la terre, il l'emportait de loin pour la beauté. De grands artistes de Sidon y avaient mis leurs beaux talents. Des hommes de Phénicie l'avaient emmené sur le large embrumé, produit dans les ports, donné en présent à Thoas. Eunéos, fils de Jason, l'avait donné au preux Patrocle pour racheter Lycaon, le fils de Priam. Achille l'offrit comme prix, en l'honneur de son compagnon, à celui que la vitesse de ses pieds rendrait le plus léger. Pour le second, il offrit un gros bœuf riche en graisse. Pour le dernier, il offrit un demi-talent d'or. Il se dressa debout et, devant les Argiens, prit la parole. Ceux qui vont tenter cette autre épreuve, levez-vous. Ce furent ses paroles. Aussitôt le rapide Ajax, fils d'Oïlée, se leva, et se mirent debout Ulysse au milieu des saints, puis Antiloque, le fils de Nestor. Celui-ci, à la course, triomphait encore de tous les jeunes gens. Ils se placèrent en ligne. Achille leur signala la borne. À partir de la borne, leur course devint plus tendue. Alors le fils d'Oïlée promptement s'emporta. À sa suite, le divin Ulysse s'élança tout près de lui. Une verge de tissage est toute proche de la poitrine d'une femme à la belle ceinture, quand sa main la tend très fort vers elle, alors qu'elle tire dehors la bobine au-delà de la chaîne, tenant la verge tout près de sa poitrine. Ainsi Ulysse courait tout près d'Ajax, et de ses pieds il frappait derrière lui ses traces, avant que la poussière n'eût coulé tout autour. Sur sa tête, le divin Ulysse, toujours rapide et vif, faisait couler son souffle. Et là-dessus, tous les Achéens de pousser des cris, soutenant son désir de victoire, encourageant grandement ses efforts. À l'instant même où ils accomplissaient la dernière partie de la course, Ulysse, dans le fond de son cœur, pria Athéna à face de chouette. « Entends-moi, déesse, sois bonne pour moi, et viens en aide à mes jambes. » Telle fut sa prière, et Pallas Athéna l'entendit. Elle rendit ses membres légers, ses jambes et au-dessus ses bras. Au moment où ils allaient bientôt bondir sur le prix, Ajax glissa en pleine course. Athéna l'avait fait s'empêtrer, à l'endroit où était étalée une bouse,
laissés par les bœufs si fort mugissants qu'on avait abattus, et qu'Achille aux pieds pronds avait tués en l'honneur de Patrocle. Sa bouche et son nez s'emplirent de la bouse des bœufs, et le divin Ulysse, porteur de tant de maux, enleva le cratère, ayant devancé Ajax à l'arrivée. L'illustre Ajax saisit le bœuf. Debout, dans les mains la corne du bœuf parquée au champ, recrachant la bouse, au milieu des Achéens, il dit « Ah, elle a empêtré mes pieds, la déesse qui, jusqu'à ce jour, assiste Ulysse comme une mère et lui apporte son secours. » Ainsi parla-t-il, et tous les autres se mirent à rire gaiement de lui. Antiloque emporta le dernier prix en souriant, et dit devant les Argiens « Tous amis, vous savez ce que je vais dire, car à présent encore les immortels honorent les hommes les plus vieux. Ajax est un peu plus âgé que moi, mais celui-là est de la génération précédente, celle des hommes qui nous ont précédés. C'est, dit-on de lui, un ver vieillard, et il est terriblement difficile pour les Achéens d'entrer en rivalité à la course avec lui, Achille mis à part. » Ainsi parla-t-il. Il avait glorifié le Péléide au pied prompt, et s'adressant à lui, Achille en réponse lui dit « Antiloque, tu n'auras pas fait mon éloge inutilement. J'ajouterai pour toi un demi-talent d'or. » À ces mots, il le lui mit dans la main, et l'autre le reçut tout joyeux. Alors le Péléide apporta sur le terrain des jeux et déposa une javeline dont l'ombre s'allonge. Il déposa un bouclier et un casque. C'étaient les armes de Sarpédon, que Patrocle lui avait enlevées. Il se dressa debout et devant les Argiens prit la parole. « J'invite 2 hommes, et certes les meilleurs, à revêtir leurs armes pour avoir ces enjeux, et ayant saisi le bronze qui coupe la peau, à se mesurer l'un avec l'autre devant la foule. Celui des 2 qui le premier atteindra la belle peau, et traversant les armes et le sang noir touchera les chairs au-dedans, je lui donnerai cette belle épée de Thrace cloutée d'argent que j'ai enlevée à Astéropaios. À ces armes-là, qu'ils les emportent tous 2, pour leur usage commun, et nous leur servirons à un honnête festin dans les pavillons. » Ce furent ses paroles. Alors le grand Ajax, fils de Télamon, se leva le fils de Tidée, le puissant Diomède. Après s'être armés de part et d'autre de la foule, ils se rencontrèrent au centre du terrain, tous 2 brûlants de combattre, avec des regards terribles, et la stupeur tenait tous les Achéens. Leurs marches opposées les ayant rapprochés, 3 fois ils s'élancèrent, 3 fois ils bondirent pour se rapprocher. Alors à ce moment, Ajax piqua contre le bouclier parfaitement équilibré, sans atteindre la peau. La cuirasse au-dedans fut une sauvegarde. Puis le fils de Tidée, par-dessus le grand bouclier, chercha sans répit à rencontrer le coup, avec la pointe de sa pique brillante. Alors les Achéens, ayant très peur pour Ajax, les invitèrent à s'arrêter et à enlever les prix en part égale. Mais le héros donna au fils de Tidée la grande épée, qu'il apporta avec le fourreau et le baudrier bien taillés. Alors le Péléide offrit une pièce de métal, telle qu'elle était sortie du creuset. La grande force des Étionnes auparavant la lançait, mais le divin Achille aux pieds pronds à la rescousse, en vérité, avait tué Étione et emmené la pièce sur ses nefs avec le reste de ses biens. Il se dressa debout, et devant les Argiens prit la parole. « Les 2 qui vont tenter cette épreuve, levez-vous. Quiconque possède des champs gras, fût-il très fort éloigné, gardera la pièce de métal, et même durant la ronde de 5 années à son service. Il n'y aura berger ni laboureur qui, manquant de fer, ira à la ville. Il leur en fournira. » Telles furent ses paroles. Alors Polypoïtès, inébranlable à la guerre, se leva la puissante vigueur de Léonté, égale aux dieux. Et se levèrent Ajax, fils de Télamon, et le divin Épéios. Ils se placèrent en ligne. Le divin Épéios prit la pièce de métal, la fit tourner, l'envoya, et là-dessus tous les Achéens se mirent à rire. Alors à son tour Léonté, un rejeton d'Arès, l'envoya. En 3e lieu, le grand Ajax, fils de Télamon, à son tour la lança de sa main massive, et la jeta au-delà des marques de tous. Mais quand Polypoïtès, inébranlable à la guerre, eut saisi la pièce, telle la portée d'un bâton que lance un bouvier, et qui s'envole en tournoyant à travers les vaches du troupeau, tels son lancer dépassa ceux de toute la compétition. Et les Achéens de crier, et les compagnons du puissant Polypoïtès se levèrent et emportèrent vers les nefs creuses le prix de leur roi. Alors Achille offrit aux archers du fer gris, et déposa 10 haches et 10 demi-haches. Il dressa le mât d'une nef à la sombre proue bleue, loin sur le sable. Il y attacha par la patte avec une fine corde un timide ramier, et les invita à le tirer avec l'arc. Que celui qui frappera le timide ramier enlève toutes les haches et les emporte chez lui.
Celui qui atteindra la corde et manquera l'oiseau, étant inférieur à l'autre, emportera les demi-haches. Telles furent ses paroles. Alors se leva le seigneur Teucros le fort, et se leva Mérionès le noble écuyer d'Idoménée. Prenant des sorts, ils les agitèrent dans un casque armé de bronze. Le sort désigna Teucros en premier. Aussitôt, il lança une flèche avec une grande maîtrise. Mais il n'a pas promis au maître de lui sacrifier une hécatombe fameuse d'agneau premier-né. Il manqua l'oiseau. Apollon, jaloux, lui refusa ce qu'il voulait. Il frappa près de la patte la corde qui servait à attacher l'oiseau. La flèche qui perce s'en vint tout droit sectionner la corde. La bête alors s'élança vers le ciel. La corde se laissa tomber vers le sol. Et les Achéens de crier bruyamment. Mais Mérionès se hâta de tirer l'arc de la main de Teucros. Il tenait depuis longtemps une flèche, tandis que l'autre dirigeait la sienne. Aussitôt, il promit à Apollon, le tireur infaillible, de lui sacrifier une hécatombe fameuse d'agneau premier-né. Là-haut, sous les nuages, il vit le timide ramier, et c'est là qu'il le frappa, tandis qu'il tournoyait en plein milieu sous l'aile. Le trait s'en vint tout droit le transpercer, et, revenant sur la terre, il se planta devant le pied de Mérionès. Quant à l'oiseau, il se posa sur le mât de la nef à la sombre proue bleue. Il laissa pendre son cou et ses ailes en même temps retombèrent. Prompte, la vie s'envola de ses membres. Loin du mât, il s'abattit, et la foule de regarder, admirative et stupéfaite. Mérionès enleva toutes les 10 haches, et Teucros emporta vers les nefs creuses les demi-haches. Alors le Péléide déposa une javeline dont l'ombre s'allonge. Il déposa un chaudron qui n'a pas vu le feu, du prix d'un bœuf, avec un décor de fleurs. Il les apporta et déposa sur le terrain des jeux. Les lanceurs se levèrent. Le tout-puissant Agamemnon, fils d'Atrée, se leva Mérionès, le noble écuyer d'Idoménée. Le divin Achille, aux pieds prompts à la rescousse, s'adressa aussi à eux, et dit « Fils d'Atrée, nous savons combien tu les surpasses tous, et quel champion tu es pour la force et le lancer des traits. Eh bien, avec ce prix, va-t'en vers les nefs creuses. Quant à la pique, donnons-la au preux Mérionès, à supposer que tu y consentes dans ton cœur, car moi je t'y invite. » Telles furent ses paroles, et le seigneur suzerain Agamemnon ne fut pas indocile. Achille donna la pique de bronze à Mérionès, et le preux Agamemnon donna son très beau prix à Talthybios, son héros. Et c'est la fin du chant 23, les amis. Ce sera donc également la fin de la lecture de ce soir. Et oui, déjà, hop, nous passons à l'outro. Et oui, déjà, les amis, c'est déjà la fin de ce live. Comme je vous le disais, 1h20, grosso modo, de live. Mais si j'avais fait le chant 24 dans la foulée, ça aurait fait 2h40 et ça aurait été vraiment compliqué à tenir pour moi, 2h40 de lecture. Donc voilà, j'ai préféré découper en deux. Donc il y aura le 13e et dernier live sur l'Iliade d'Homère dès mardi à 21h en live sur Twitch. Voilà, voilou. C'était très étrange, je trouve. Sympathique, mais très étrange, cette deuxième partie de chant. J'ai l'impression que après les combats, la férocité, la violence parfois des combats, et la tristesse des morts, notamment la mort de Patrocle, j'ai l'impression que maintenant on s'est tourné vraiment vers la joie, la festivité, la célébration de la victoire, alors que j'ai pas l'impression que ça a été si clairement annoncé comme une victoire. Enfin, en fait, j'ai l'impression que voilà, la mort d'Hector était synonyme de victoire, peut-être. Je sais pas trop comment interpréter tout ce qui se passe en fait. Parce que j'ai l'impression que vraiment la guerre de Troie a été mise totalement de côté d'un seul coup. Donc je sais pas si là on est dans la célébration de la victoire juste parce que tuer Hector égale remporter la victoire. Ou si on est dans la célébration, et j'ai l'impression qu'on est un peu là-dedans quand même, de ce qui est dit dans ce chant. Ou est-ce qu'on n'est pas dans la célébration, dans la célébration, je veux pas dire la fête, mais dans la célébration de la mort de leur compagnon, de la mort du défunt Patrocle. J'ai l'impression qu'on est un peu là-dedans,
Mais du coup, c'est vrai que ça change vachement de ton et ça fait vraiment plus joyeux, je trouve. Surtout qu'Achille a l'air plutôt généreux. Il dit à tout le monde: «Oh, arrêtez de vous battre, vous êtes égalité, je vous donne tous les deux des prix.» C'est très bizarre. C'est vraiment, il n'y a que des gagnants. Euh, je veux pas que vous vous forciez, je veux pas que vous vous fassiez mal. Je proclame que vous êtes tous les deux gagnants et que je vous donne tous les deux des prix. C'est vraiment. C'est assez marrant la manière qu'il a de faire ça et la manière que tout ça a de s'organiser. Je trouve ça très étonnant qu'il y ait ça bah, presque à l'issue d'une bataille. C'est presque comme si la guerre n'était pas finie et qu'il y avait ça en plein milieu. C'est très bizarre. Mais en même temps, ça montre à quel point ça devait être du coup important dans la culture grecque. Parce que du coup, bah, clairement, enfin de toute façon, c'est dit les jeux. Et clairement, avec les luttes, avec les courses de chars, avec les épreuves, en fait, les différentes épreuves, le lancer de disque, le fameux disco ball, bah, clairement, ça fait penser aux Jeux Olympiques. Donc ça montre quand même que ça avait une place vraiment centrale, vraiment primordiale euh, dans la Grèce antique, puisque même dans l'Iliade, c'est représenté comme ça à un moment qui semble un petit peu impromptu, je trouve. Mais voilà, si ça se trouve, c'est juste la manière de célébrer la mort de Patrocle. Euh, je pense que c'est plutôt une manière de célébrer la mort de Patrocle que de célébrer la victoire sur les Troyens. Peut-être que je me trompe, mais c'est ce que nous verrons mardi, puisque mardi, c'est le chant 24, le dernier chant de l'Iliade. Et on verra si on est juste sur une conclusion en mode bah c'est bon, c'est terminé, ou s'il y a encore des batailles. C'est vrai que ça me paraît court du coup, parce qu'il reste le chant 24 qui fait environ une vingtaine de pages également. Ça me paraît court qu'en un chant et en 20 pages, il y ait de nouveau une bataille. Donc j'y crois assez peu. Mais j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. Il y a eu encore une fois quelques interventions divines de ci de là, mais là beaucoup plus, encore une fois, dans le fun. Beaucoup plus dans le ah, je veux pas que ce soit un tel qui gagne, alors je fais gagner un tel. C'est beaucoup plus bon enfant, je trouve. C'est beaucoup plus la joie, la festivité, la célébration, encore une fois. Et c'est vrai que pour le moment, on a eu le point de vue plutôt. Enfin, quoique, on savait déjà que les Troyens avaient pleuré la mort d'Hector, mais on a plutôt eu le point de vue des Argiens et autres. Euh, donc, est-ce que la prochaine fois, on verrait pas l'après-mort d'Hector du point de vue des Troyens? Je vais pas vous spoiler. Moi, je suis déjà en train de lire quelques petits trucs là comme ça. Hop, 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 hop. Je ziote vite fait, je vois des petites infos là qui traînent. Oh, ok, ça a l'air super intéressant. Bref, la suite, ça sera donc mardi, je me répète. Pour cette semaine, on a encore un rendez-vous qui est donc un live de découverte de l'univers League of Legends dimanche à 15 heures, qui risque d'être assez long d'ailleurs. Comme je vous le dis, il sera un peu en deux parties avec le live de la fois d'après, donc du dimanche d'après. Ça sera sur Yasuo et sur Riven, mais je pense que je vais faire je pense que je vais faire Yasuo ce dimanche et Riven le dimanche d'après. Mais en fait, c'est une grosse nouvelle avec plusieurs parties qui fait participer Riven et Yasuo. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour la fin de cette semaine. Ensuite, dimanche de 21 h à minuit, pour ceux qui le désirent, on se retrouve pour la veillée sur Discord, où on discute, où on joue à des jeux de société, où on joue à des jeux vidéo tous ensemble. Et enfin, comme je vous le disais, la semaine qui arrive, ce sera la dernière semaine de live de cette saison. Donc, dernier live de lecture sur l'Iliade d'Homère, mardi 29. Vendredi 2, ça sera un bilan des lectures de l'année. Un petit retour sur tout ce qu'on a lu cette année, une rétrospective. Dimanche 4, ça sera le tout dernier live de cette saison avec la dernière découverte de l'univers League of Legends. Et sur cette semaine, j'essaierai de faire un live sur Sea of Thieves et j'essaierai de faire un live de musique, je pense. Voilà, voilou, vous êtes à peu près au courant de tout ce qui va se passer. Et ensuite, en juillet, eh bien, je déconnecte un maximum des réseaux. Donc, je vous dirai au revoir et on se verra quelques semaines plus tard pour la reprise des lives. Voilà, voilou!
Merci à tous ceux qui auront suivi ce live. N'hésitez pas sur YouTube, comme d'habitude, à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour l'évolution de celle-ci. Et puis, je vais vous dire à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte ou une prochaine partie de gaming. Et bye bye!